Bonjour, dans cette présentation, je vais traiter l'examen de l'année dernière, bien sûr, session de rattrapage, et aussi un exercice supplémentaire pour encore comprendre mieux la liaison chimique. Alors, l'examen de l'année dernière, bien sûr, est comme suit. Donc, vous aurez à faire deux exercices. Bien sûr, un qui traite la liaison covalente, d'accord, et un autre qui traite les autres types de liaisons, à savoir la liaison ionique, la liaison métallique. Et bien sûr, comme toujours, je conseille de commencer par faire l'examen et ensuite regarder la solution. Pour la première question, on considère le premier exercice, on considère les molécules BF3, NF3 et F2O. Bien sûr, vous avez l'atome central et souligné. Alors, on vous demande pour chaque molécule donner la représentation de Lewis. Bon, c'est simple, comme j'ai déjà expliqué, pour donner la représentation de Lewis, on commence par l'atome central. On présente la couche de valence sous forme de case quantique et on donne ensuite la configuration des atomes qui sont liés à l'atome central et bien sûr la couche de valence sous forme de case quantique ou bien sous forme de représentation de Lewis atomique. Ça, c'est ce qu'on appelle la représentation de Lewis atomique. Donc, il y a la couche de valence et une case vide avec intérêt, une case pleine avec intérêt et un électron célibataire avec un point. D'accord? Donc là, bien sûr, nous avons trois atomes de fluor qui vont être liés à l'atome central qui est le bord. Bien sûr, comme on regarde ici, on a 3 électrons. Bien sûr. Et l'atome central doit dégager 3 électrons. Et par conséquent, l'atome central va passer à l'état excité. Et ensuite, on va former les liaisons. Et on donne la représentation finale, bien sûr, de la molécule, la représentation de Lewis. Et comme je l'ai déjà dit, n'oubliez pas, bien sûr, les paires libres. Hein. Par exemple, le fluor, il est entouré par 3 paires libres qui restent, ce sont des cases pleines. D'accord? Alors, bien sûr, c'est une question qui n'est pas demandée, mais si on vous demande, est-ce que la règle de l'octet est respectée? Non. Parce que le bord, il est entouré que par 3 liaisons, ou bien par 6 électrons. D'accord? Au lieu de 8. C'est un élément de la deuxième période. Il doit être entouré, bien sûr, par 8 électrons, ou bien par 4 doublé, soit liante ou libre. Par contre, le fluor, oui, il est entouré par 4 paires. Une qui est liante, ici, sigma, et 3 qui sont libres. Si on compte le nombre d'électrons qui entourent le fluor, c'est 8. Mais si un atome dans la molécule ne respecte pas la règle de l'octet, ça veut dire que la règle n'est pas respectée. Pour cette molécule, si on vous demande est-ce que la règle de l'octet est respectée, vous dites non, et parce que le bord n'est pas entouré par 8 électrons. Je passe à NF3, c'est le même raisonnement, l'atome central, configuration électronique, couche de valence sous forme de case quantique, et les atomes qui sont bien sûr le fluor, on a déjà montré que le fluor possède un électron célibataire, nous avons 3 fluors, 3 électrons avec 3 électrons, sans problème, on peut donner rapidement la représentation de Lewis, de NF3. Pour OF2, ou bien F2O, c'est la même chose, l'oxygène, la configuration de l'atome central, couche de valence de l'atome central, et ensuite vous faites les deux liaisons avec le fluor. L'oxygène a 2 électrons célibataires. 2 fluors ont 2 électrons, un électron célibataire chaque atome. De liaison, on n'a pas besoin d'état excité, on peut dessiner la molécule. Si on regarde ces deux molécules, NF3 et OF3, la règle de l'octet est respectée. Parce que chaque atome dans la molécule, il est entouré par 4 paires, 8 électrons. Ici, vous avez l'azote, une paire non liante et 3 paires liantes du type sigma. Ça veut dire si vous faites une liaison, c'est 2 électrons. Une liaison, c'est 2 électrons.
Une liaison, c'est 2. Une paire libre, c'est 2 électrons. Donc, l'azote est entouré par 8. Donc, le fluor, il est entouré par 8. Je rappelle toujours la liaison entre deux atomes. Selon la théorie de Lewis, on compte cette liaison pour les deux atomes. Donc, on la compte pour l'azote et on la compte pour le fluor. D'accord? Donc, ici, la même chose pour l'oxygène. Il est entouré par donc, 4 paires. Donc, 2 qui sont liantes de type sigma et 2 qui sont donc non liantes. Donc, par conséquent, donc, il est entouré par 8 électrons. Le fluor, c'est 8. Donc, la règle de l'octet est respectée. Alors, pour chaque molécule, déterminez le nombre de paires d'électrons liantes et non liantes autour de l'atome central. Alors, bien sûr, j'ai résumé ici dans un tableau, c'est facile. Donc, comme je l'ai expliqué donc auparavant, vous pouvez voir directement pour la molécule BF3, alors, le nombre d'électrons de paires liantes, vous avez 3 paires liantes. Donc, 1, 2, 3, qui sont en bleu. Alors, les paires libres, il n'y a aucune paire libre sur le bord. Donc, pas de paire libre. Parce que, s'il vous plaît, parce que là, il faut faire attention. Si on vous demande le nombre de paires libres ou liantes dans toute la molécule, là, c'est différent. On va compter les paires qui sont autour du fluor. Parce que certains étudiants ont compté donc les paires qui sont autour de chaque atome de fluor. Ce sont des paires libres. Non, regardez la question ici. Autour de l'atome central. C'est très important. Regardez et lisez bien la question. Donc, autour de l'atome central. L'atome central, c'est le bord. C'est déjà souligné. Alors, le bord, il est entouré par 3 paires liantes. Voilà 3. Et 0 paire libre. Quand je passe à l'atome de NF3, donc l'atome central, il est entouré par 3 paires liantes. 3 liaisons sigma, voilà, en bleu. D'accord? Et une paire qui est libre, ici qui reste. D'accord? Donc, on met 1 ici. Donc, pour la dernière molécule, vous avez donc 2 ici, paires libres, et 2 qui sont liantes ici, donc en bleu. Donc, comme j'ai dit, il faut faire attention, il faut lire bien la question. On vous demande pas, donc on ne demande pas toutes donc, les paires non liantes et les paires liantes dans toute la molécule. Non, autour de l'atome central. Troisième question, en déduire le type d'hybridation de l'atome central dans chaque molécule. Bien sûr, en se basant tout simplement sur le nombre total des paires liantes sigma et non liantes autour de B. Donc, est égal à, si vous prenez la première, bien sûr, la somme des paires liantes de type sigma et non liantes est égale à 3. Donc, directement N plus M égale à 3. Donc, B est hybridé SP2. Si on a 3 ici, ça veut dire vous mettez donc S plus 2 autres orbitales P et on aura 3. Donc, la combinaison de 3 orbitales atomiques, donc S et PX, par exemple PY, et qui vont donner bien sûr 3 orbitales atomiques hybrides T1, T2, T3. Et c'est ces 3 qui vont faire les liaisons avec le fluor. D'accord? Donc on aura 3 liaisons, 3 orbitales atomiques hybrides qui vont faire par la suite donc les liaisons. Si vous voulez voir les schémas de ces molécules, de ces orbitales atomiques hybrides, vous pouvez revoir donc le cours. C'est une molécule qu'on a traitée déjà pendant les séances de cours. Hein. Alors pour NF3, donc la somme des paires liantes de type sigma et non liantes autour de l'azote, autour de N, est égal à 4. Donc, directement, N est hybridé SP3. Pour l'oxygène, donc c'est la même chose. Si vous prenez la somme, c'est 4. Donc, l'oxygène est hybridé SP3. C'est pas la peine de casser la tête. Donc, on a déjà montré ça. J'ai déjà expliqué ça. Vous calculez à partir de la représentation de Lewis, donc directement la somme en fait des paires liantes de type sigma et les paires non liantes. Ce sont donc le total nous donne donc directement l'hybridation
de l'atome central, bien sûr l'atome étudié. Alors, donnez la géométrie de chaque molécule. Donc là, je rappelle la formule du Gillespie. Donc bien sûr, AXNEM. Donc N, c'est le nombre de paires liantes, ou bien le nombre de ligands, ce qu'on appelle le nombre d'atomes de X. Combien de X sont liés à l'atome central A. Donc M, bien sûr, le nombre de paires donc liantes. Alors BF3, si je commence par BF3, directement le nombre total, on a trouvé donc autour de l'atome central, le nombre total bien sûr des paires liantes du type sigma et non liantes est égal à 3. D'accord? Donc N égale à 3 et M égale à 0. Donc on a déjà donc trouvé ça à partir de la représentation de Lewis directement. Donc la formule du Gillespie autour de B est AX3. Donc la forme de base est égale à la géométrie et donc c'est une forme triangulaire plane. Donc vous vous rappelez, si on a des molécules de type AXN, la forme de base c'est la géométrie, on n'a pas de changement. Par contre, quand on a si on a M différent de 0, la géométrie elle est différente de la forme de base. Alors, ou bien, donc là, c'est directement à partir de la représentation de Lewis, vous pouvez calculer le nombre petit n et petit m. C'est facile. Alors, ou bien, vous appliquez les règles de Gillespie. Donc, le bord, si vous revenez donc à la configuration électronique, il a 3 électrons de valence. Plus 3 fluors, qui sont liés, bien sûr, au bord. Donc, plus 3 ici. 3 ligands, c'est ce qu'on appelle des ligands, ou bien des atomes liés à l'atome central, ou bien des liaisons. C'est le nombre de liaisons sigma. Parce que s'il y a une liaison entre un atome et un atome, cette première liaison, c'est sigma. Si on a une deuxième, c'est pi, etc. D'accord? Donc ici, plus 3, ça fait 6. Divisé par 2, bien sûr, parce qu'on trouve ici le nombre d'électrons. Divisé par 2 pour trouver le nombre de paires qui entourent l'atome central, l'atome étudié. Donc 3 est égal à n plus m, or n égale à 3. Vous avez 3 fluors. Donc m est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la formule du Gillespie, c'est AX3. Donc la géométrie de BF3 est triangulaire plane. Donc vous avez deux méthodes. Mais ce n'est pas l'appel. Bien sûr, si on vous demande, là dans cet énoncé, on ne vous a rien demandé. Vous pouvez répondre directement à partir donc du nombre demandé à partir de représentation de Lewis. Le nombre, bien sûr, des paires liantes de type sigma et les paires non liantes. Vous avez donc, on a déjà réalisé un tableau, vous avez le nombre total, vous pouvez déduire facilement donc la géométrie et la formule du Gillespie. Si on vous demande d'appliquer les règles du Gillespie, vous pouvez donc, soi-disant, étudier ce raisonnement. Ça, on commence par appliquer les règles du Gillespie. Donc, et ensuite, on déduit donc la formule du Gillespie et par conséquent, donc la géométrie ou bien la forme de base si on vous demande la forme de base. D'accord? Si on vous demande directement la géométrie. Alors, NF3, bien sûr, je vais traiter directement à partir de la représentation de Lewis. Nous avons n plus m est égal à 4. Donc, avec bien sûr n égale à 3 et m est égal à 1. Donc, si vous revenez à la représentation de Lewis, donc l'azote possède une paire libre et liée à 3 fluors. Donc, la formule du Gillespie, c'est AX3E. Autrement dit, la forme de base, elle est tétraédrique, mais la géométrie, elle est pyramidale. Donc là, la forme de base différente de la géométrie. Donc la forme de base, on se base sur le nombre de n plus m. Vous avez donc 3 plus 1, c'est 4. Quand on dit 4 paires dans l'espace, qui sont organisées dans l'espace, ils vont s'orienter selon un tétraèdre. Ils vont former un tétraèdre dans l'espace. Mais, donc, la géométrie réelle, on regarde que les liaisons. On regarde que les atomes. Et quand on regarde que les atomes, donc, ça veut dire qu'on va former une pyramide. Donc, et ici, on dit que la géométrie, ou la forme réelle, est pyramidale. Bien sûr, vous avez un tableau donc donné dans les polycopiés de cours où vous pouvez voir toutes les formes réelles et les formes de base. Alors pour OF3, la même chose, OF2 pardon, donc la même chose, on a n plus m égale à 4.
Donc, la formule du Gillespie, c'est AX2E2. Donc, si on revient à la représentation de Lewis, l'oxygène, il est entouré par deux paires libres et il est lié à deux atomes. Donc, N est égal à 2 et M est égal à 2. Donc, ça, vous avez, regardez le tableau précédent. D'accord? Donc, la forme de base, c'est la même chose. N plus M est égal à 4, donc tétraédrique. Ça, c'est la forme de base. Mais, la géométrie, c'est une forme en V. Donc, quand on dit la forme de base, je répète, on regarde le N plus M, 4. Donc, normalement, on doit avoir un tétraèdre. Vous avez 4 paires qui entourent l'oxygène. Ils vont s'orienter selon un tétraèdre. Mais quand on demande la géométrie ou la forme réelle, on va regarder que les deux atomes qui sont liés à l'oxygène, les deux liaisons. Et si vous regardez que les deux liaisons, qui sont donc les deux liaisons simples, c'est une forme en V. C'est comme on a la lettre V. D'accord? Alors, comparez les angles FOF et FNF et FBF. Bien sûr. Donc, justifiez votre réponse. Alors, BF3, déjà je commence par BF3. C'est une molécule de type AXN. Donc, c'est une triangulaire, ne possède pas donc de paires libres, etc. Donc, l'angle qu'on va trouver de liaison, c'est 120 degrés. D'accord? Donc, ça, c'est une molécule qui est triangulaire. On a les mêmes atomes. Donc, on n'a pas de double liaison, etc. Donc, la molécule est triangulaire, plane. Donc, l'angle de liaison est 120. Par contre, quand je prends les deux autres molécules, ont une forme de base tétraédrique. Et quand on dit une forme de base tétraédrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc l'angle normalement théorique, c'est 109,28. D'accord? Et comme l'oxygène est entouré par deux paires libres, l'azote est entouré par une paire libre, donc on fait intervenir les règles qu'on a vues, qu'on a traitées pendant les séances de cours. C'est-à-dire, si vous avez des paires libres autour de l'atome central, qu'est-ce qu'ils vont faire ces paires libres? Ils vont influencer l'angle. Ils vont diminuer l'angle de liaison. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on va voir? Plus le nombre de paires libres augmente, plus l'angle diminue. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans la molécule? Donc, OF2, l'angle, parce que l'oxygène, il est entouré par deux paires libres. La répulsion avec les liaisons va augmenter. Et bien sûr, l'angle OFF, donc, diminue. Donc, les deux sont inférieurs à 109,28, parce que la valeur théorique, normalement, doit être 109,28, parce qu'ils ont une forme de base, donc, tétraédrique. Mais comme ils possèdent des paires libres, donc la valeur réelle il est inférieure à 109,28. Alors, puisque l'oxygène est entouré par deux paires, la répulsion va être importante, plus importante par rapport à la répulsion entre une paire et une liaison. Et donc, l'angle autour de l'oxygène, l'angle de liaison autour de l'oxygène va diminuer encore plus. Et il sera inférieur à celui bien sûr que forme l'azote avec les fluors. Car les paires libres occupent plus d'espace par rapport donc aux paires liantes. Là, il y a un petit A qui... Donc, par rapport aux paires liantes, ce qui entraîne donc une diminution de l'angle de liaison. Alors, par conséquent, bien sûr, donc les deux autres sont inférieurs à 109,28. Celui-là, c'est 120, c'est le plus grand. Donc, voilà le classement final des angles de liaison. Alors, pour former la molécule BF3, les orbitales atomiques de la couche de valence de l'élément bore s'hybrident et donnent 3 orbitales atomiques hybrides, notées T1, T2 et T3, orientées comme suit. Donc déjà ici, on vous demande donc de donner l'expression des fonctions d'onde des orbitales atomiques hybrides, phi T1, phi T2, phi T3, sans faire le calcul. Donc ici, même si vous vous trompez dans l'hybridation du bord, dans les questions,
la première, enfin, les questions précédentes où on a demandé l'hybridation de l'atome central, vous pouvez le voir ici. Si donc un atome s'hybride et donne 3 orbitales atomiques hybrides, ça veut dire quoi? C'est une hybridation sp2. Directement, c'est une hybridation sp2. Et donc, vous pouvez écrire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les orbitales atomiques T1, il est formé à partir de quoi? Donc, d'une orbitale 2s, de px et de py, puisqu'on travaille dans le plan xy. D'accord? C'est une hybridation sp2. Orbital atomique S et 2 orbitales atomiques P. Donc, bien sûr, donc phi T2, c'est la même chose. Donc, vous pouvez F T3. Comme ce qu'on avait fait pour l'hybridation sp2. C'est une hybridation sp2. D'accord? Ici, donc, il ne faut pas oublier. On est toujours pour l'hybridation, les fonctions d'onde atomiques hybrides, on est toujours dans l'atome. Hein? Ce ne sont pas des fonctions d'onde moléculaires. Ici, phi T1 du bord. Ici, phi 2s du bord. Ici, phi de px du bord. Ici, c'est le bord. C'est la même chose. Donc, il faut faire attention. Quand on passe à la liaison, ou les fonctions d'onde moléculaires, bien sûr, on aura 2 atomes différents. Là, on est toujours dans l'atome. 3 orbitales atomiques de la couche de valence qui vont s'hybrider, ils vont se mélanger, ils vont donner 3 orbitales atomiques hybrides. Et ces 3 orbitales atomiques T1, T2, T3, en fait, qui vont faire les liaisons par la suite avec le fluor. Alors ici, on vous demande quels sont les atomes, enfin les orbitales atomiques responsables de la liaison, de la formation de la liaison BF. Alors, le bord, il est hybridé. D'accord? Il est hybridé sp2. Donc, ces orbitales, donc la première chose par laquelle on commence, on forme les orbitales. Vous avez déjà le schéma, ce sont des haltères, d'accord? Ce sont des, donc une forme. Les formes donc, de ces orbitales atomiques hybrides, vous pouvez revoir donc le cours. Hein? Donc nous avons déjà expliqué donc, les formes. Nous avons dessiné donc le schéma de ces orbitales. Ensuite, ces orbitales, ils vont faire des liaisons avec le fluor. Alors, donc, c'est une liaison bien sûr simple de type sigma, parce qu'on a une seule liaison, formée à partir d'un recouvrement axial entre une orbitale atomique sp2 du bord et une orbitale atomique sp3 du fluor. Bon, ici, pour le fluor, il faut faire attention, parce qu'il y en a qui vont mettre, donc, ici, 2p, par exemple, Z du fluor, ou 2p de fluor. Non. Si on regarde l'atome du fluor, le nombre de paires qui entourent le fluor, il est combien? On a une liante, sigma, donc n égale à 1, et 3 paires libres. Donc si vous prenez n plus m, c'est 4. Et donc si on a 4 autour de l'atome, ça veut dire l'atome, il est hybridé sp3. Donc il va former 4 paires, donc ils vont donc ici, et ensuite une, donc c'est 4 orbitales orientées selon un tétraèdre, 3 qui vont rester libres et une qui va faire la liaison avec l'autre orbitale ici atomique hybride sp2. Donc, il faut faire attention ici. Donc, c'est une orbitale atomique sp3 et une orbitale atomique sp2 du bord. Alors, concernant l'exercice numéro 2, on considère l'atome de sodium Na, Z est égal à 11, et celui du chlore, Z égale à 17. Donnez la configuration électronique des ions Na+, et Cl. C'est une question simple. Donc, toujours, on commence par donner la configuration de l'atome. Donc, sans charge, bien sûr. Et ensuite, on déduit donc celle donc, de l'ion. Si le chlore a perdu un électron, on va l'arracher, ça veut dire donc cet électron du dernier niveau 3s1. Et donc la configuration devient comme suit. Pour le sodium, enfin le chlore, pardon, donc le chlore a gagné un électron, donc on va le rajouter sur le dernier niveau 3p5 et il devient donc il se termine par 3p6. Deuxième question, sachant que le moment dipolaire expérimental donc est de l'ordre, enfin 9,001 degrés.
Alors, pour une distance interatomique de 2,361 angstroms, calculez le pourcentage ionique de la liaison entre le sodium et le chlore. Je rappelle donc l'expression du moment dipolaire. Donc, mu est égal à 4,8 fois d fois θ. Bien sûr, avec la distance ici, d, c'est la distance interatomique, toujours en angstrom. Parce que si on a l'unité en Debye, donc on utilise la distance en angstrom. Et θ, bien sûr, c'est un nombre de charges, ou bien ce qu'on appelle la charge partielle. 4,8, bien sûr, on l'avait déjà calculé lors de la conversion, bien sûr. Donc, si on peut avoir aussi 4,85, c'est la même chose, c'est question donc du chiffre après la virgule. Hein. Ça ne change rien. Alors, je rappelle l'expression du pourcentage ionique, c'est le moment expérimental sur le moment ionique fois 100. Alors, le moment expérimental, c'est donné. D'accord? Et bien sûr, le moment ionique, donc, on va essayer de rappeler c'est quoi le moment ionique. Alors, une liaison 100% ionique, elle se transforme en ion. Donc ça, c'est très important. Si vous mettez NaCl dans l'eau, vous obtenez donc Na+, et Cl-. Alors, donc pour savoir combien de charges on va obtenir, ça veut dire ici, on a une seule charge. Comment on obtient donc une seule charge plus et moins? Ça veut dire si vous faites Lewis entre Na et Cl, ça c'est le solide. Hein. Ça c'est NaCl, donc solide. Alors, bien sûr, on a une seule liaison. Si vous revenez ici sur la configuration électronique, un électron célibataire avec un électron célibataire. Donc, le chlore a un seul électron célibataire. Le sodium a un seul électron célibataire. Donc, il y a une seule liaison. Alors, si vous ionisez 100%, l'atome le plus électronégatif va gagner les deux électrons. On va récupérer l'électron de l'atome le moins électronégatif. D'accord? Donc, ici, ça veut dire donc le chlore, c'est l'atome le plus électronégatif. Et donc, le chlore va gagner l'électron de la liaison. Donc, ici, il va attirer donc, les électrons vers lui jusqu'à l'ionisation 100%. Et on obtient, donc, le chlore a gagné un électron, il a une seule charge, moins. Le sodium a perdu donc l'électron qui est ici, et il devient chargé positivement. Bien sûr, donc, le nombre de charges, ou la charge, donc, c'est θ est égal à 1. Donc, vous avez plus E et moins E. Donc, vous avez une seule donc, charge. Donc, θ est égal à 1. Et comme ça, je peux calculer le moment ionique. Le moment ionique, c'est la même expression, sauf que ici, donc, quand on ionise la molécule, on peut savoir qu'il est θ. Quand le solide est réel, on ne peut pas savoir. Donc, θ, elle est compris, soi-disant, pour NaCl, entre 0 et 1. Ça, c'est la réalité. On va le calculer plus tard. Alors, ici, vous remplacez, donc, toujours 4,8 fois la distance fois 1. Et, bien sûr, vous remplacez dans l'expression et on obtient le pourcentage ionique qui est de l'ordre de 79,4%. Donc, vous voyez que la liaison NaCl, quand le NaCl est solide, elle a un caractère, enfin, très ionique. D'accord? Mais, une autre question, par exemple, on vous demande de calculer θ. En fait, la charge, ici, le nombre de charges réelles dans le solide. Là, on ne l'a pas ionisé ici. Donc, ce n'est pas 100% ionique. Ça veut dire vous avez le solide. Là, c'est le solide. NaCl solide. D'accord? Vous avez donc, ça, c'est les charges réelles. Combien? On vous demande parfois de présenter les charges réelles sur la liaison, donc, entre Na et Cl. Alors, autrement dit, ça veut dire, donc, pourquoi on met ici plus θ, ici moins θ? Le sodium est moins électronégatif que le chlore. Celui qui possède, donc, le plus électronégatif possède un pôle négatif. Et celui qui est moins électronégatif, donc, va posséder, bien sûr, un pôle positif. Donc, les électrons sont plus attirés par le chlore. Alors, bien sûr, donc, ici, comment on calcule θ? θ, c'est simple. C'est le pourcentage ionique divisé par 100. C'est égal à 79,4 divisé par 100. Alors, si vous remplacez ici, si vous voulez savoir d'où ça vient, donc cette expression, c'est simple. Vous avez le moment expérimental, c'est ça. 4,8 fois θ. Donc, oublions la valeur. Hein. Donc, vous mettez le moment expérimental divisé par le moment ionique. Le moment ionique, c'est 4,8 fois la distance fois 1. Vous simplifiez par 4,8 fois la distance, 4,8 fois la distance. Qu'est-ce qu'on va trouver en haut? θ sur 1 fois 100.
Donc, ça veut dire que θ est égal à le pourcentage ionique divisé par 100. Et vous obtenez bien sûr des charges réelles donc, dans le solide ionique NaCl. Ce n'est pas 100%, là c'est le solide réel. Donc, ça veut dire quand votre NaCl est solide, il présente un caractère ionique très dominant de l'ordre de 80%, 79,4%, d'accord? Si on vous demande de présenter les charges, c'est tout simplement le pourcentage ionique divisé par 100. Et vous pouvez faire plus 0,794 moins 0,794. Toujours le nombre d'électrons qui est perdu ici, il est gagné par l'atome le plus électronégatif. Si l'atome ici sodium perd un électron, il est gagné. Toujours, on a l'électroneutralité. La somme des charges doit être égale à 0. La même chose ici. La somme des charges est égale à 0. NaCl est une molécule neutre. Alors, la troisième question, qui traite donc la liaison métallique, selon la théorie des bandes, est-ce que le sodium à l'état métallique est un conducteur, semi-conducteur ou isolant? Justifiez votre réponse. Alors, pour répondre à cette question, toujours on commence par donner la configuration de l'atome, enfin, aux deux métals qu'on cherche. Donc, ses caractéristiques, est-ce que c'est un conducteur, semi-conducteur ou isolant? Le sodium, bien sûr, se termine par une couche de valence 3s1. Mais quand on fait les bandes de valence, on va essayer de voir les derniers niveaux. Ça veut dire on va chercher donc ici les derniers niveaux. Vous avez 3s1 et vous avez 2p6. Alors, si on a n atomes formés par exemple les derniers niveaux, qu'est-ce qu'on va prendre? Ils vont former une bande, c'est ce qu'on appelle une bande. Donc si on prend la bande formée par 3p6, elle est pleine. L'orbital atomique ne peut pas contenir plus que 6. P contient 3 orbitales, donc 2 par orbital, donc c'est 6 au maximum. Donc si on fait n atomes, on prend n atomes, on va trouver ici donc une bande qui est pleine. Elle contient 6n électrons. Ici, elle est pleine. Juste après, alors, donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une bande qui est donc soi-disant constituée par les niveaux 3s1. 3s1, l'orbital n'est pas rempli, il est à moitié rempli parce qu'il peut aller jusqu'à 2. Donc, si on regroupe n atomes, normalement, s'il est plein, on va trouver 2n électrons. Mais là, il est à moitié rempli. Pour n atomes, on va trouver dans cette bande n électrons. Autrement dit, on va trouver donc la moitié pleine et la moitié vide. Donc, la dernière bande entièrement remplie, donc c'est ce qu'on appelle la bande de valence. La dernière qui est partiellement remplie ou vide, on l'appelle donc la bande de conduction. Alors, les caractéristiques d'un conducteur sont deux caractéristiques. C'est ce qu'on avait donc défini et expliqué dans les séances de cours. Alors, si vous avez la dernière bande, qu'on appelle la bande de conduction, partiellement remplie, donc là, c'est un signe d'un conducteur. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? La bande de conduction formée par les niveaux 3s est partiellement remplie, ce qui permettra au métal d'être conducteur. Donc, c'est l'effet d'une application d'un champ électrique. Les électrons peuvent se déplacer ici facilement. Et donc, le métal qu'on a ici est un conducteur. Donc, ce qu'on peut dire que le sodium est un métal conducteur. Bien sûr, donc, on avait donné une autre condition. Si vous avez par exemple la bande de valence, la bande de conduction vide et la bande de valence bien sûr pleine, toujours pleine, on prend toujours la dernière bande pleine et on vous dit que le métal est un conducteur. Donc ça veut dire cette condition, pour qu'il soit conducteur, il faut que la bande de conduction qui est vide se chevauche. Donc ça veut dire qu'il s'interpénètre, se chevauche avec la bande de valence pleine. Donc là c'est une deuxième condition. Mais le cas du sodium, donc c'est la première. Ça veut dire qu'il possède la bande de valence, la bande de conduction, pardon, et partiellement on peut dire qu'il est un conducteur. Alors la quatrième question, donc déterminer ou donner l'expression, le cycle de Born-Haber qui permet
de déterminer l'énergie réticulaire de la molécule NaCl, solide ionique. Alors, je rappelle, bien sûr, c'est un cycle thermodynamique qu'on a déjà traité, c'est une question de cours. Donc, là, l'énergie réticulaire, je rappelle, c'est l'énergie libérée lors de la formation d'un solide ionique. Donc, ça, c'est un solide ionique à partir des ions à l'état gazeux. Alors, donc là, on va essayer de former donc, ce cycle. Nous commençons par ΔH de formation. C'est l'obtention de NaCl à partir des éléments donc, à l'état simple. Donc, vous avez le sodium, il est solide. Et le chlore, il est à l'état gazeux. Ensuite, donc, on va essayer donc, de fermer le cycle. Vous avez donc le passage donc, de NaCl, de Na solide à Na gaz, de ΔH de sublimation. Le passage de l'état solide à l'état gazeux. Ensuite, donc le passage de l'état, enfin de la molécule à l'état atomique, c'est une dissociation. Donc c'est 1,5, on multiplie par 1,5 parce qu'on a 1,5 Cl2. Delta H de dissociation. L'ionisation ensuite de NaCl, bien sûr de Na et de Cl. Cl, c'est une affinité électronique parce que l'atome gagne un électron. Na, quand il passe à Na+, elle perd un électron, on l'appelle ΔH2 d'ionisation. Et on ferme notre cycle, la somme des énergies est égale à 0, et vous pouvez déduire donc l'énergie réticulaire, donc selon l'expression suivante. Dans cette question, on ne vous demande pas de calculer l'énergie réticulaire, tout simplement donner le cycle qui permet le calcul de l'énergie réticulaire. Sachant, si on vous donne les autres, bien sûr, énergies, vous pouvez le calculer facilement. Alors là, on arrive à la fin de la correction de l'examen. Alors maintenant, on va essayer de voir un exercice supplémentaire. Alors, on vous donne la molécule CO2, d'accord? Donnez la représentation de Lewis et déduire le nombre de paires d'électrons liantes et non liantes autour de l'atome central. Alors cet exercice, l'objectif de cet exercice, c'est pour éclaircir donc le nombre de paires liantes qui sont responsables de la géométrie et de l'hybridation. C'est très important. Alors, on commence par la représentation de Lewis. Vous pouvez la faire, on l'a déjà fait, c'est simple, etc. Donc, CO2, forme de liaison avec l'oxygène. D'accord? Donc, de liaison. Voilà la représentation de Lewis. Maintenant, le nombre de paires liantes autour de l'atome central. Donc, quand on parle de nombre de paires liantes, on a 4 paires liantes qui entourent l'atome central. Vous avez 2 et 2. Donc, ça fait 4 paires. D'accord? Et, bien sûr, 0 paire libre. Maintenant, la question qui vient juste après. Déduire le type d'hybridation de l'atome central et la géométrie autour de C, à partir de cette représentation. Alors, avant de commencer à répondre, parce que j'en suis sûr et certain, plusieurs étudiants vont prendre la somme de, ici, 4 plus 0, ça fait 4, donc c'est une hybridation sp3. Ça, c'est faux. Donc, il faut faire attention. Quand on a des doubles liaisons, donc la première chose, représenter, qu'est-ce que ça veut dire cette double liaison? Ça veut dire que les premières liaisons, c'est sigma, la deuxième, c'est pi. La première ici, sigma, et la deuxième, c'est pi. Recouvrement axial, recouvrement latéral, recouvrement axial, recouvrement latéral. La géométrie, soi-disant l'hybridation, elle dépend des nombres de sigma et non pas du nombre total des paires liantes. C'est pour ça, dans les questions précédentes, j'ai toujours précisé, paires liantes, entre parenthèses, je mets sigma, de type sigma. Donc là, je regarde le nombre total des paires liantes, sigma, et non liantes autour du carbone. Donc, est égal à 2, et non pas 4. Hein. Faites attention. Ici, on vous demande le nombre des paires liantes. Oui, P est une paire liante. Sigma est une paire liante. Mais, donc pour chercher donc, l'hybridation ou bien la forme de base de la géométrie, on se base sur le nombre de paires liantes de type sigma et les paires non liantes, libres. Ici, on a donc deux paires liantes, deux liaisons de type sigma et 0 paire libre. Donc, combien n plus m est égal à 2? Donc, c'est une hybridation, le carbone est hybridé sp.
Pour vérifier ça, bien sûr, vous pouvez déterminer la formule du Gillespie par la suite, c'est AX2 directement. Donc on a n plus m égale à 2. Et bien sûr, la forme de base est égale à la géométrie, c'est linéaire. Donc c'est une molécule qui est linéaire autour du carbone. Hein. Donc autour de l'atome central, le carbone. Alors pour vérifier ça, vous pouvez appliquer les règles de Gillespie. On peut faire le calcul en appliquant les règles de Gillespie. Le carbone, les électrons de valence, vous avez 4. Donc 4 électrons de valence ici, d'accord? Plus 2, donc on rajoute 2. Donc un électron par atome, lié à l'atome central. Un électron par liaison sigma, c'est la même chose. Donc vous avez 2, ça veut dire 2 liaisons sigma, c'est 2 ligands. Ligands, c'est les atomes qui sont liés à l'atome central, l'atome étudié. Moins 2, c'est 2, donc on enlève un électron par liaison pi. Donc vous avez le carbone, il forme 2 liaisons pi. Donc on retranche 2 électrons. La somme, on va trouver 4 divisé par 2, c'est 2. N plus m égale à 2. Or, donc on a, donc ici, à partir de n plus m, on peut dire directement donc, que le carbone est hybridé sp. D'accord? Et bien sûr, donc vous pouvez donc continuer si on vous demande de donner la formule du Gillespie, la géométrie. Vous mettez que or n égale à 2 et m égale à 0. N égale à 2, pourquoi? Parce que vous avez CO2. Vous avez 2 atomes qui sont liés au carbone. Donc m égale à 0. La formule du Gillespie c'est AX2. Géométrie c'est CO2. Donc de CO2 est linéaire. Voilà. Donc si on vous demande l'hybridation, c'est à partir de n plus m, vous pouvez déduire l'hybridation rapidement. C'est SP. Vous en trouvez n plus m est égal à 2. Si on vous demande de donner donc la géométrie en passant par la formule du Gillespie, vous pouvez continuer. Donc vous avez n égale à 2, m égale à 0, etc. D'accord? Donc ça c'est juste un exercice pour éclaircir. Donc parce qu'il y en a qui vont prendre toujours les paires liantes. Il va compter toutes les paires et ensuite il va se tromper. Dans l'hybridation, dans la géométrie, tout. Si quelqu'un qui va prendre 4, le reste va être faux. Donc je résume à la fin. Donc les paires qui sont responsables aux liaisons, c'est la liaison sigma. C'est la première liaison qu'on compte. D'accord? Et bien sûr, les paires non liantes, les paires qui restent libres. Ce sont les paires qui influencent la géométrie autour d'un atome. Et bien sûr, donc là, si on vous demande par exemple l'hybridation de l'oxygène, c'est une autre question, on va trouver combien ici? On a 2, et ici 2 paires libres et une liaison sigma. Donc ça veut dire n plus m est égal à 3. Donc c'est une hybridation sp2. L'oxygène ici, il est hybridé sp2. Donc ça, vous aurez 3 orbitales orientées selon un triangle. 2 qui vont rester libres et une qui va faire une liaison avec l'orbital atomique hybride sp du carbone. D'accord? Donc ça, c'est très important. Les oxygènes ici sont hybridés sp2. Vous pouvez faire le même raisonnement et trouver la solution. Voilà donc, comme précédent, je vous laisse mes coordonnées. Je vous souhaite une bonne continuation, bonne chance pour la suite. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Au revoir.